Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 2 juin. Dans l'actualité aujourd'hui, le chômage bat un nouveau record au niveau national. Notre région semble un peu plus épargnée. Alors comment expliquer une telle situation? Le point dans ce journal. 5 ans après Xynthia, des maisons sortent de la zone rouge pour la commune de Saint-Michel-en-Lerme. Cette décision est évidemment une bonne nouvelle, même si le combat se poursuit pour modifier toujours plus le plan de prévention des risques du littoral. Enfin, l'école, c'est aussi loin de la classe. Exemple avec ces jeunes au château d'Apremont. Ce mardi, les cours d'histoire et d'environnement semblaient un peu différents. L'occasion surtout de les sensibiliser au monde qui les entoure. On débute donc avec ce triste nouveau record. Une nouvelle fois, le nombre de chômeurs a augmenté au niveau national, dépassant ainsi la barre des 3 500 000 inscrits pour le mois d'avril. Alors qu'en est-il pour notre région? Le point avec Karl Laboureux. Augmentation du nombre de demandeurs d'emploi au niveau national, mais légère baisse au niveau régional. Les Pays de la Loire enregistrent une diminution, certes minime, mais une diminution tout de même du nombre de chômeurs de catégorie A, moins 0,1%. Dans le détail, c'est le département de la Vendée qui s'en sort le mieux et la Mayenne le moins bien, respectivement moins 1,1% et plus 1,4% par rapport à fin mars. Alors comment expliquer cette disparité? Eh bien par les recrutements notamment. Dans la région, selon Pôle emploi, la Vendée connaît le plus fort taux d'entreprises prêtes à recruter en 2015, près de 24%. En France d'ailleurs, et notamment en Pays de la Loire, c'est la première fois depuis 2012 que l'on enregistre plus de création d'emplois que de destruction. Alors est-ce le signal d'une certaine embellie économique? C'est trop tôt pour l'affirmer. Et en attendant, paradoxalement, le chômage continue d'augmenter, car n'oublions pas que la population active, elle aussi, s'accroît. Enfin, en intégrant l'activité réduite, autrement dit en prenant compte l'ensemble des personnes inscrites à Pôle emploi, les évolutions se poursuivent. Toutes catégories confondues, la France compte désormais plus de 5 344 000 personnes en recherche d'emploi. C'est une augmentation de 7,1% sur un an. Augmentation qui touche aussi la région Pays de la Loire, plus 8,9%, et la Vendée, plus 9%. La Vendée où l'on dénombre près de 52 700 demandeurs d'emploi, dont plus de 29 000 sont inscrits en catégorie A. Et pourtant, face à ce constat plus que morose, une légère reprise économique est amorcée. C'est ce que vient de confirmer l'INSEE. L'Institut national des statistiques a publié son bilan sur l'année 2014. Et l'année a été difficile, mais l'activité semble très progressivement se relancer au premier semestre 2015. Une situation rendue possible grâce notamment au prix du pétrole qui a diminué. Vous l'avez forcément remarqué à la pompe, mais ce n'est pas la seule explication. Écoutez l'un des responsables de l'INSEE à Nantes. On a d'autres signes positifs, notamment ce que nous déclarent les entreprises dans différentes enquêtes que l'on fait, qui montrent un signe un peu plus positif. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile pour les entreprises aujourd'hui, mais on sent que qu'elles sont dans un climat un tout petit peu plus de confiance et qu'elles vont commencer, certaines d'entre elles, à investir et donc à redynamiser l'économie. Et malgré cette légère relance, l'activité reste très fragile. Pourtant, certains sortent leur épingle du jeu. C'est le cas notamment pour une entreprise de carrosserie transformation à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Elle fabrique des véhicules pour les services de secours et elle vient d'en exporter une 50aine au Kenya. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre de cette société qui roule. Reportage de Samuel Grasset. Ici, quand un utilitaire neuf tout droit sorti de l'usine de constructeur arrive, c'est pour y être complètement transformé. À l'extérieur, mais surtout à l'intérieur, isolé, recouvert de polyester et équipé pour répondre aux besoins d'intervention des pompiers, des ambulanciers ou des entreprises de pompes funèbres. Donc on est en train d'équiper les meubles du véhicule et après il va passer en partie électricité. Et puis on va équiper, monter les sièges et la table de brancard. Ces dernières années, le marché automobile a souffert de la crise. Celui du transport sanitaire est stable, malgré les restrictions de budget des départements qui gèrent les services de pompiers. Car avec la désertification médicale et la fermeture des petits hôpitaux, les besoins de transport en ambulance sont plus importants.
Gifa Collet a néanmoins dû s'adapter aux normes européennes plus exigeantes, aux besoins spécifiques aussi de ses clients, notamment étrangers. L'entreprise vend ses véhicules vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Il y a les normes à respecter, bien évidemment, mais également les us et coutumes. Les contraintes, les habitudes sanitaires religieuses ne sont pas les mêmes dans les différents pays. Et donc, effectivement, nos ambulances doivent de respecter des aménagements qui tiennent compte de ces spécificités par pays. Répondre aux normes, mais aussi innover pour résister à la concurrence internationale. L'entreprise vendéenne a notamment imaginé ce système pour hisser en douceur et sans effort un brancard dans une ambulance. Aujourd'hui, les patients ont tendance à être de plus en plus de forte corpulence et donc les ambulanciers nous ont demandé de travailler sur un système pour les aider à accompagner le patient dans le véhicule. Éviter les efforts, les problèmes de dos. Gifa Collet travaille avec le groupe Gruo, auquel elle appartient, sur des véhicules électriques, notamment pour le funéraire. L'entreprise planche aussi sur l'ambulance 2.0, une ambulance connectée. Notre objectif, nous, aujourd'hui, c'est d'intégrer l'ambulance dans ce monde de la connexion et de la connectivité pour faire en sorte que l'on apporte de la facilité au transfert des données médicales depuis le lieu de l'accident jusqu'à la régulation du SAMU et l'hôpital. Cette ambulance connectée pourrait être proposée aux pompiers dès la fin de cette année. Un projet qui oblige Gifa Collet à recruter de nouvelles compétences au sein de ses équipes. 5 ans après la tempête Xynthia, les risques liés au littoral restent d'actualité. C'est le cas à Saint-Michel-en-Lerme. Ici, de nombreuses maisons ont été placées en zone rouge par le plan de prévention des risques du littoral, le PPRL. Elles avaient donc l'obligation de construire une pièce de sécurité. Mais une partie de ces habitations vient de passer en zone bleue. Les explications avec Pierre Dalicieux. Ils sont repassés de zone rouge en zone bleue. Vous voyez, donc des zones rouges que cette commune a bien fait de contester. D'après les relevés d'un géomètre dépêché par l'équipe municipale, il y aurait une vingtaine de centimètres d'écart avec ceux pris par l'État après Xynthia. Quelques centimètres qui ont soulagé une centaine d'habitations. On s'est rendu compte que souvent c'était une histoire d'une vingtaine de centimètres et ces 20 centimètres-là, c'était justement ce qui faisait la différence par rapport à ce qui nous était donné comme mesure par rapport aux mesures qui avaient été prises par l'État. Et donc cette vingtaine de centimètres fait qu'aujourd'hui, voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même des maisons qui repassent un bon nombre de maisons qui repassent en bleu. Passer de la zone rouge à la zone bleue pour ses propriétaires, une véritable satisfaction financière surtout. Car la zone rouge imposait des contraintes d'aménagement importantes et surtout les terrains y étaient totalement inconstructibles. Il n'y a plus la contrainte d'être obligé de faire des surélévations de compte pour faire des zones refuges et surtout la grande satisfaction, c'est que des terrains non construits qui étaient constructibles avant le PPRL redeviennent constructibles. Un soulagement qui reste tout de même très nuancé car être en zone bleue ce n'est pas la fin des ennuis. La zone bleue est et restera une zone inondable si aucun aménagement n'est prévu. Il n'est pas possible de créer de nouvelles pièces d'habitation. Et il y a quand même quelques travaux qui subsistent, tels que sur les assainissements, il faut mettre des clapets anti-retour, etc. Donc ça reste quand même une zone inondable avec des contraintes. Et il faut bien que les gens soient conscients, parce que si par exemple ils veulent vendre leur maison, le notaire va noter dans l'acte qu'on est en zone inondable. Donc il y a même en zone bleue. Beaucoup d'autres habitants de Saint-Michel-en-Lerme attendent à leur tour de quitter la zone rouge. Une enquête publique s'ouvre en juillet et août. La mairie espère qu'à l'issue de celle-ci, il y aura encore d'autres reclassements. On a encore, j'allais dire, la moitié des maisons quand même qui sont restées dans le rouge. On revient un instant sur le club de foot du Poiré-sur-Vie qui se retire du national. Les dirigeants ont fait ce choix difficile en raison des moyens jugés insuffisants. La saison prochaine, l'équipe évoluera donc en CFA 2, soit 2 divisions en dessous. Alors dans le monde du ballon rond, l'annonce interpelle, notamment les clubs qui évoluent en national. C'est le cas de Luçon. Le président était d'ailleurs l'un des invités de l'émission 85 chrono sur notre chaîne. On l'écoute à ce sujet.
Nous sommes aussi dans une conjoncture difficile, donc le fait que les partenaires font aujourd'hui diminuent de plus en plus, de moins en moins de moyens, donc il faut faire très attention. Après, j'ai un staff technique de qualité, les joueurs qui sont de qualité et qui font aussi des efforts pour pouvoir jouer à ce niveau-là, sachant que les moyens sont ce qu'ils sont, et donc ils acceptent ce challenge-là. Maintenant, tant qu'on pourra le faire, on sera là, mais peut-être un jour que la raison leur portera sur la passion. On le dit souvent dans ce journal, l'apprentissage, c'est aussi loin des bancs de l'école. La preuve avec cette nouvelle sortie scolaire, 8 établissements du département participent à l'opération Regard sur mon paysage. L'objectif est de sensibiliser les élèves de primaire à l'environnement et à l'histoire. Ce mardi, les petits se sont donc retrouvés au cœur d'Apremont. Reportage. Je fus élevé en compagnie d'un des plus grands rois de France. J'ai nommé François Ier, mon maître et mon ami. Au début, il y a cette rencontre avec cet homme venu d'une autre époque, Philippe Chabot de Brion, seigneur d'Apremont. Et puis il y a ce défi proposé à ses élèves de CM1, CM2. Je vous mets au défi de découvrir la clé de la chapelle où dort mon trésor, le rouleau d'Apremont. C'est donc parti pour une série d'énigmes aux abords du château de style médiéval et Renaissance. Donc quand vous regardez le château en face de... À votre avis, il est construit sur quoi ce château? Rocher. Avec un S? Non, un R. Des énigmes qui permettent en réalité de s'approprier les lieux, tant sur le plan historique que paysager. Un projet pédagogique à l'initiative du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Vendée. C'est dans le cadre d'une opération qui s'appelle Regard sur mon paysage, qui est destinée aux classes de CM1, CM2 du département. Donc cette année, on a sélectionné 8 classes. L'objectif, c'est que les enfants portent un regard sur le paysage quotidien et s'interrogent sur leur paysage. Autre immersion, la vie au lavoir. 17 marches permettent d'accéder à celui d'Apremont construit au XVIIIe siècle au bord de la vie. Un nouveau paysage et donc une nouvelle énigme. Parfois parfumé avec des huiles essentielles. C'est bien parce qu'on travaille le Moyen-Âge et en fait c'est un peu, on fait le paysage mais on travaille aussi l'histoire. Moi je crois surtout qu'ils veulent nous faire découvrir comment on vivait au 18e. Dernière visite avant la pause déjeuner, le barrage d'Apremont. On y découvre évidemment sa fonction et puis le parcours de l'eau entre la vie et le robinet à la maison, ou comment rendre l'eau potable. Cet après-midi, changement de parcours et de décor avec la découverte du bourg. Là, il y a beaucoup trop de nitrate, donc l'eau n'est pas potable. Et on va rester avec les plus jeunes puisque décidément l'école amène à une multitude de découvertes. Cette fois, 600 élèves du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie se sont essayés à la pratique du golf. Une fois par mois, ils quittent donc les bancs de l'école pour le green. Reportage d'Anne-Lise Vinet. Oui, c'est dedans ça. Voilà. Bravo! Des enfants sur un parcours de golf, quoi de plus surprenant? Et pourtant, ces joueurs en herbe ont déjà le swing dans la peau. On a appris petit à petit à contacter la balle pour la faire voler, à la diriger, à contrôler sa force, à jouer sur des ateliers, dans des milieux qui allaient en rehaussant, on va dire, en termes de valeur de difficulté, donc de plus en plus compliqué. Et après, en plus, à gérer son score et gérer une carte de score, parce que compter ses coups et les noter à la fin en même temps, ça paraît tout bête, mais pour des enfants de 9 ans, c'est pas si simple que ça. Pas si simple non plus de suivre le parcours d'initiation. Surtout les slaloms que j'ai trouvé très difficiles. Et cette activité permet aussi aux élèves de pratiquer un sport différent des autres. C'est peu commun et surtout c'est une chance pour eux de le découvrir parce que c'est un sport qui a une réputation un petit peu de riche, c'est ce que les enfants ont dit. Et en fait, là, ils se sont aperçus que ça pouvait être à leur portée. Rendre accessible le golf et le démocratiser, tel est l'objectif de cette manifestation. C'est un sport à développer, c'est un sport méconnu. Les gens ne connaissent pas ce sport. Souvent, il est critiqué parce que considéré comme un sport de riches. C'est un sport très agréable qui, en plus, développe des compétences qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les autres sports. On ne se bat pas l'un contre l'autre, on se bat contre un parcours. Un parcours qui laisse parfois quelques traces involontaires. Je faisais du golf avec mon copain. Puis il tire, puis il voulait tirer loin, puis il n'a pas touché la balle, mais il m'a touché moi, ma tête.
Sur les 600 élèves présents aujourd'hui, 10 lauréats bénéficieront gratuitement de l'accès à l'école de golf pendant 1 an. La Vendée débute son opération séduction jusqu'à la fin du mois. Vous allez en effet pouvoir découvrir une nouvelle campagne de publicité sur France Télévisions et Canal+. Un spot similaire avait déjà été diffusé l'an dernier et d'après une étude, il avait permis de donner à la Vendée une image de qualité, dynamique et familiale. L'objectif est donc de maintenir cette réputation. On regarde un extrait. On se souvient toujours de ses premières fois, de son premier jour d'école, de ses premières roulades sur le sable, de son premier vélo, de son premier ballon, de sa première cabane, de sa première grande aventure, de sa première fois seul au volant, de son premier grand départ. Et avant de refermer ce journal, on jette un œil du côté du ciel et ce mercredi devrait être le dernier jour de gris. La journée de ce 3 juin débutera donc sous les nuages avec même quelques gouttes par endroit. Et au fil des heures, le soleil pourrait réussir de belles percées et les températures commenceront à progresser vers des normales de saison. Le point complet, c'est dans quelques minutes. Quant à nous, on se retrouve évidemment demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.